Moi, je ne vais pas me représenter, juste je vais vous dire que je suis Tania, psychologue. Gaël a fait des très bonnes présentations. Donc voilà, je vais vous parler ce soir un peu du bien-être psychique, comme c'est plutôt mon domaine. Mais je suis très contente que Tina nous a parlé de ce point de vue corporel, car c'est très intimement lié aussi à notre bien-être psychique. Voilà, j'ai appelé ma présentation l'esprit tranquille. Je trouve que ça caractérise bien ce que c'est que le bien-être psychologique. Quelque chose qu'on souhaite tous, c'est qu'on aurait un esprit qui se repose. Bon, je ne vais pas être très théorique, c'est juste, je voulais vous citer 2 modèles théoriques parce que je trouve qu'ils permettent un peu d'appréhender les besoins qui se trouvent derrière le bien-être. Et le premier, c'est l'approche donc biopsychosociale de l'être humain, qui est une représentation de l'être humain qui considère que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux participent tous de manière simultanée à notre bien-être et au développement donc de la maladie et au maintien de la santé, qu'il s'agit de la santé mentale ou de la santé en général. Donc, du point de vue psychique, c'est important de reconnaître l'impact de notre situation sociale et de notre santé physique sur notre bien-être psychologique. Comme exemple, on peut prendre par exemple la maladie physique qui peut déclencher une dépression parfois, ou bien une insécurité financière qui peut nous causer des troubles anxieux. Donc voilà, c'est important d'avoir cette représentation globale de notre bien-être. Alors là aussi, je le cite juste, je trouve que c'est vraiment une bonne théorie de M. Maslow, donc, qui a mis en avant cette idée d'hiérarchie de nos besoins. Donc ça veut dire qu'on a donc des besoins de base sans lesquels on ne peut pas survivre. Et puis on va vers des besoins supérieurs. Et quand on pense à la santé mentale, ce modèle permet de penser que si nos besoins vitaux, comme par exemple notre sentiment de sécurité, n'est pas rempli, on n'aura pas de place d'énergie dans notre esprit pour prendre soin des autres aspects de notre bien-être qui sont pourtant très importants. Et à partir de cette idée d'hiérarchie des besoins, on peut se poser cette question qui nous permet peut-être un peu de faire le point sur notre bien-être actuel. Est-ce que j'ai le sentiment que mon quotidien est une lutte pour la survie, ou est-ce qu'il reste de la place, de l'énergie pour le plaisir et le non nécessaire? Et bien sûr, si on a le sentiment qu'on est dans une logique de survie dans notre quotidien, il est important de s'arrêter pour réfléchir sur les changements qui devraient s'opérer pour qu'on puisse se sentir mieux, des changements personnels, professionnels ou familiaux. Alors, on peut dégager quelques bases de la santé mentale qui se construisent déjà dans l'enfance. Alors, heureusement qu'on peut tout retravailler aussi à l'âge adulte et que si on a grandi dans un environnement qui n'a pas permis toujours la construction de ces bases, on peut toujours les retravailler, par exemple, à travers un travail thérapeutique. Mais quand même, je pense que c'est important de reconnaître aussi l'impact de l'enfance sur la personne qu'on est aujourd'hui et sur notre bien-être. Alors, la première base, donc j'en ai noté 4, que j'ai mis ici, c'est le sentiment de sécurité, donc qui se construit très tôt, cette base, durant la première année de la vie essentiellement, à travers la qualité des soins et l'affection apportée au bébé. Alors ça suppose bien sûr que le parent lui-même va suffisamment bien pour être là de manière constante,
sécure et empathique. Alors, pourquoi on en a besoin? Eh bien, pour se sentir en confiance dans la vie quotidienne, pour faire confiance aussi en sa propre capacité de se débrouiller, je vais y arriver, et aussi pour oser créer et pouvoir créer des relations affectives proches et satisfaisantes, pour se sentir en sécurité avec l'autre. Et par contre, l'insécurité affective, qui est, je pense, très commun aussi, peut se traduire par de l'anxiété, parfois un besoin de contrôle, une difficulté à se livrer à l'autre, à faire confiance, ou au contraire une tendance à la dépendance, qu'elle soit affective ou autre au produit. Donc voilà quelque chose de très important dans notre bien-être. Le deuxième point que j'ai mis ici, c'est la capacité autoréflexive, donc qui veut dire la capacité de reconnaître ce qu'on éprouve, ce qu'on pense, et la capacité à faire la différence entre ce qui est de mon fantasme et ce qui est de la réalité. Alors, la capacité autoréflexive est très importante, par exemple, elle impacte fortement notre bien-être relationnel, car elle nous permet d'agir de manière réfléchie et de prendre en compte le point de vue de l'autre. Et c'est aussi quelque chose qui se construit dans l'enfance à travers l'intérêt que le parent porte à la vie interne de l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Aussi à travers la verbalisation des éprouvés de l'enfant par le parent. Ben tiens, je vois que tu ne vas pas très bien ou tu dois être fatigué. Ça puise donc ses racines dans cette communication entre le parent et l'enfant. Et c'est important donc pour qu'on puisse reconnaître nos propres besoins. Et dans des troubles psychiques comme la psychose ou les troubles de la personnalité, c'est cette capacité-là qui est en difficulté. Voilà. Finalement, je n'ai pas besoin de mes notes. C'est bien. Alors, la troisième base, qui se construit aussi en partie dans l'enfance, mais qu'on peut heureusement retravailler et travailler tout au long de la vie, c'est la régulation émotionnelle, qui est donc la capacité non pas seulement à réguler, mais aussi à être en contact avec notre vie interne, nos émotions, à les exprimer. Et je pense que de toutes ces bases, vraiment c'est en tout cas une des plus importantes quand on pense au bien-être, parce qu'il contribue au bien-être dans le quotidien, mais aussi c'est un outil très important quand on rencontre des crises de la vie. Le fait qu'on puisse exprimer, par exemple, ses émotions négatives et non pas les retenir et peut-être tomber dans la dépression. Alors, les difficultés de la régulation émotionnelle peuvent se traduire, par exemple, par l'impulsivité, des difficultés à réguler ses émotions sans avoir recours aux produits ou autres activités qui ne nous font pas du bien, comme l'alcool, par exemple, ou bien un évitement de la vie émotionnelle. On prend de la distance avec soi-même, on évite nos émotions négatives et en même temps, on évite un peu celles de l'autre aussi. Donc, c'est quelque chose de très important et peut-être que je l'accentue aussi parce qu'en Finlande, dans la culture finlandaise, c'est quelque chose avec quoi on a peut-être un peu du mal à exprimer ses émotions, surtout nos émotions négatives. La dernière base que j'ai notée ici, qui se construit en très grande partie aussi dans l'enfance, c'est l'estime de soi, donc qui naît de cette expérience de l'amour inconditionnel, du sentiment que je suis acceptée et aimée même si je ne suis pas parfaite, même si je fais parfois des fautes. Voilà.
Et aussi, une des meilleures manières de construire une estime de soi positive chez l'enfant, c'est de passer du temps ensemble et de partager du plaisir dans le quotidien. Et voilà, c'est un outil aussi très important. Une image négative de nous-mêmes peut se traduire par des parcours de vie peu satisfaisants, par des difficultés à mettre des limites à l'autre, à se faire respecter dans nos relations proches ou professionnelles, par exemple, et aussi des troubles dépressifs. Et voilà, les affects dépressifs et l'estime de soi sont très souvent un peu liés. Alors, voilà, donc ces bases qui se construisent dans l'enfance, c'est des outils pour nous dans la vie quotidienne pour justement pouvoir au mieux garder l'équilibre psychique malgré les épreuves de la vie. Mais on peut dire que la capacité de notre esprit à supporter du stress et des épreuves est limitée chez nous tous. Donc vraiment, on est chacun susceptible d'avoir des difficultés avec notre esprit à un moment donné de la vie. Alors on peut penser que plus ces éléments de base qu'on vient de voir sont solides, mieux on s'adapte. Et aussi les traits génétiques et la personnalité jouent un rôle important dans les troubles psychiques. Comme exemple, on peut prendre justement l'épuisement au travail, quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et il est vraiment important de noter qu'une personnalité exigeante est un facteur de risque pour l'épuisement. Et bien sûr, à côté de tous les aspects de l'environnement professionnel. Mais nos personnalités influent notre capacité d'adaptation à différentes situations. Et aussi l'accumulation de malheurs, comme de pertes douloureuses par exemple, ou le manque de récupération mentale entre les épreuves, si on est par exemple dans une situation de stress chronique, sont donc des facteurs de risque pour les troubles psychiques. Alors, heureusement qu'on peut quand même tous agir sur notre santé mentale et que même avec tous ces facteurs de risque et cette importance de l'enfance, on peut vraiment prendre soin de nous-mêmes. Et alors, comment faire? J'ai noté quelques éléments. Le premier, c'est vraiment de prendre soin de l'hygiène de vie, le sommeil suffisant, l'activité physique régulière, la nutrition, l'évitement de produits toxiques. Tout ça, ça agit sur notre santé mentale et on peut dire que plus on est fragilisé par nos expériences ou par notre situation actuelle, par exemple si on vit dans une situation de stress, et plus il est important de prendre vraiment soin de l'hygiène de vie pour se protéger, pour protéger son esprit. Alors le deuxième point, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est vraiment cette expression des émotions et surtout des émotions négatives. Alors bien sûr des positives aussi, mais souvent on a beaucoup plus de mal avec l'expression des émotions négatives. Et ça fait du bien à notre esprit parce que le fait de retenir provoque beaucoup de mal-être. Ça va jusque dans les moments de crise, si on retient trop d'émotions négatives, on a plus de risques d'être dans des comportements suicidaires, par exemple. Donc c'est vraiment un élément majeur dans notre vie. Et j'ai souhaité prendre la notion de vulnérabilité ici, puisque j'ai le sentiment que dans la société actuelle, on a beaucoup de valeurs peut-être un peu dures et il faut réussir de partout dans la vie professionnelle, familiale, personnelle. Et la vulnérabilité n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de montrer. Mais voilà, si on ose se livrer à l'autre, à se montrer en besoin, imparfait, ça protège vraiment notre santé mentale, comme je disais tout à l'heure, quand il arrive des épreuves dans notre vie. Donc la vulnérabilité est une force au regard de la santé mentale.
S'entourer aussi de relations affectives sécures, c'est quelque chose de très important pour notre bien-être. Et on peut tous se demander cette question et même régulièrement, quelles sont les personnes avec qui je me sens en sécurité, suffisamment en sécurité pour être complètement moi-même. Voilà, les relations dans lesquelles je me sens acceptée. Au mieux, nos relations affectives peuvent vraiment nous servir d'une source de réconfort dans le quotidien. Et les derniers points pour prendre soin de sa santé mentale, quelque chose que je trouve important, c'est apprendre à se connaître, à se poser ces questions. Quelles sont mes limites? Par exemple, combien de temps je peux consacrer au travail pour aller encore suffisamment bien pour prendre soin de moi et de ma famille, par exemple? Qu'est-ce qui me procure du bien-être? Et qu'est-ce qui convient ou ne convient pas à ma personnalité, ce dont je parlais un peu tout à l'heure. Alors, vraiment, par exemple, pour un introverti, un travail où le contact social est central peut être très, très douloureux, une grande source de stress. Pareil pour une personne qui est très consciencieuse, qui doit aller au travail tous les matins à 8 heures, ça peut provoquer de l'insomnie, de l'anxiété, et devenir une grande source de stress. Donc vraiment, c'est important de se connaître pour penser à quel choix je peux faire dans mon quotidien, mon rythme, mon travail, pour préserver au mieux mon bien-être psychologique et à long terme. Parce que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir de l'impact, sur lequel on peut jouer. Alors, travailler sur son histoire personnelle, pourquoi est-ce que ça participe de notre bien-être? En tout cas, quand on prend conscience de l'impact que nos expériences de vie ont eu sur la personne qu'on est devenue aujourd'hui, peut-être sur nos difficultés aussi, généralement, on commence à se traiter avec plus de douceur, plus d'empathie, et on commence à mieux prendre soin de nous-mêmes. C'est très important de travailler aussi sur son histoire personnelle en tant que parent, parce que c'est la seule manière d'éviter de passer à la génération suivante des mauvaises habitudes familiales, des habitudes qui desservent notre bien-être. Donc, ce travail de prise de conscience est très important. Se réaliser à travers ces activités, donc c'est important aussi de faire des choses qu'on aime, qui nous rendent enthousiastes. Ça nous donne de la vitalité, de l'énergie. Ça renforce notre estime de nous-mêmes aussi. Voilà. Et puisqu'il n'existe pas de recette universelle du bien-être, comme on vient de le voir, nos personnalités, nos passés, nos vies y jouent, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est votre chemin de bien-être? Je vous inviterai à y réfléchir. Voilà, et c'était tout. Je remercie de ma part ce soir de pouvoir me réaliser en combinant mes deux passions qui sont donc celle pour l'esprit humain et celle pour la France. Voilà. Merci. On peut prendre des questions si... Oui. Moi j'ai une question. Est-ce que, la même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des problèmes que vous voyez revenir très souvent? Est-ce que c'est quoi les situations auxquelles vous êtes le plus confrontés dans votre travail? Oui, je pense que l'épuisement au travail, c'est vraiment une problématique aujourd'hui qui touche beaucoup de gens. Et pas seulement l'épuisement au travail, l'épuisement des jeunes, l'épuisement de manière générale. Ouais. C'est quelque chose de nouveau? C'est vraiment un phénomène à cause du monde d'aujourd'hui qui a changé, ou est-ce que vous avez des explications? Alors, je ne sais pas, j'ai l'intuition que c'est quelque chose, en tout cas, qui s'est peut-être empiré ces dernières années. Mais c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Avant, on pouvait être épuisé ou aller mal et on n'en parlait pas, donc je pense qu'il y a peut-être les deux.
a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de bien-être en général, de bonheur, et que pourtant les gens n'ont jamais été aussi stressés, angoissés, ce genre de choses. Tout à fait. Et c'est un peu paradoxal. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, la Finlande, le pays le plus heureux du monde, par exemple, ça a quelque chose d'assez... Enfin déjà, le fait de mesurer le bonheur, ça a quelque chose de très déprimant. Et, est-ce que vous pensez que c'est positif, ce genre de classement, on va dire, de choses comme ça? Non, je ne suis pas vraiment pour les classements, même si bien sûr, ça fait toujours de bien de dire, voilà, je viens du pays le plus heureux du monde. Mais oui, comme je disais, peut-être en Finlande, on a ce problème de retenir beaucoup nos émotions négatives, ne pas se montrer vulnérable. Donc c'est quelque chose que j'espère qu'avec le temps pourra peut-être changer et qui puise peut-être aussi son origine dans le passé de la Finlande. Donc, j'ai quelquefois parlé avec des psychologues, notamment dans le monde du travail. Et ce qui est très difficile, c'est de savoir quels sont les moments où il faut vraiment prendre conscience. Parce que souvent dans le travail, on est dans un automatisme du jour, du lendemain, et on continue, et on a l'impression que de toute façon, il faut beaucoup de courage pour sauter, pour arrêter. Et quels sont comment est-ce qu'on peut reconnaître le moment où vraiment... il faut faire quelque chose, parce que souvent on attend la dernière minute et c'est presque trop tard. Je pense que vraiment la question, est-ce que mon quotidien est une lutte de survie? Est-ce que j'ai l'impression d'être dans une logique de survie et non pas de vie? C'est une bonne question pour peut-être décider de sauter le pas pour faire un changement. Oui. Mais bien sûr, ça demande aussi qu'on décide de s'arrêter régulièrement. C'est important aussi de s'arrêter et pour écouter ce qui nous anime. Peut-être que la vie est parfois telle qu'on est tout le temps en mouvement et qu'on ne s'arrête pas suffisamment à s'écouter. Et parfois ça peut être difficile parce que moi je sais que j'ai une collègue au travail. Et moi, je vois qu'elle est en train d'aller directement vers le mur. Et vraiment, elle est en train d'y aller, mais à toute vitesse. Et elle a pris conscience, mais le problème, c'est que c'est une personne qui vit seule, qui a des prêts à rembourser, qui a plein de choses comme ça. Et elle se sent prisonnière de ne pas avoir quand on est deux, peut-être qu'on a un peu plus de choix que quand on est tout seul, on doit faire face, le salaire doit rentrer, etc. Donc, c'est aussi, c'est bien beau de dire oui, il faut que je m'arrête, il faut ça, mais il faut avoir c'est pas permis pour tout le monde. Mais il ne faut pas rester seul, je pense. Et même si on n'a personne, on peut toujours aller voir quelqu'un et ne pas rester seul dans la situation. Je pense que ça, c'est essentiel pour pouvoir justement se montrer vulnérable et commencer à faire des changements. Mais oui. Et par rapport aux proches, je pense, ou au travail, quand on voit une personne au bord de l'épuisement ou peut-être déjà épuisée, je pense que c'est important d'exprimer son inquiétude. Vraiment. Oui, c'est déjà fait. Elle a le droit. Et même je lui ai dit, mais ta mère ne te dit pas d'arrêter. Il faudrait que ta mère au moins te dise. Oui. Parce que moi je suis une collègue, mais je dis il faudrait... Et je voudrais aussi, en parlant, moi, vous voyez, je suis française, mais je suis depuis très très longtemps en Finlande, et j'ai remarqué que dans l'esprit finlandais, il y a ce côté luthérien, où le bien-être et le plaisir sont c'est un petit peu quelque chose qu'on n'ose pas trop, parce que ça ne fait pas partie en ce on dit plicht, on a des obligations vis-à-vis de, je sais pas, de la société ou de sa famille. Et c'est très difficile, voilà, et on se les pose soi-même. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence selon les cultures entre se permettre d'être, ou même de dire je veux être heureux, alors qu'en Finlande peut-être c'est quelque chose qu'on ne va pas dire. Oui, c'est ça, je sais pas. Mais j'ai l'impression que moi j'ai vu ça pendant des années, et j'appelle ça moi le côté luthérien, c'est peut-être pas le bon.
les bons mécanismes, mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion un peu plus de devoir face à la notion de moi, il faut que je prenne soin de moi. Oui. Oui, absolument. Je pense que peut-être que les autres pourront répondre aussi, mais oui, moi aussi, j'ai ce sentiment quand on compare la France et la Finlande, par exemple, qu'en Finlande, on a du mal à être dans le plaisir. Et d'ailleurs, ça provoque des extrêmes, parce qu'on voit dans la culture traditionnelle avec l'alcool, par exemple, en Finlande, c'est qu'on est dans le devoir 5 jours par semaine, puis après le week-end, on est complètement bourré. Alors qu'en France, on peut se permettre de prendre un verre de vin, d'être plus dans le plaisir aussi de manière quotidienne. Et puis, on n'aura pas ces extrêmes, peut-être aussi facilement. Voilà. C'était pas très scientifique, mais... oui. Ça marche aussi pour les émotions. Aussi, on a l'impression que les Finlandais ne vont parler de leurs émotions que dans un bar avec une pinte de bière et qu'en dehors de ça, on ne peut pas forcément parler de soi ou de ses problèmes. C'est ça. J'ai l'impression sur le même. Je crois que les parents, le rôle des parents a quand même changé. Moi, je vois la génération de mon mari. Ses parents, il y a des choses dont il ne parlera pas avec ses parents, mais par contre, lui, avec ses enfants vont beaucoup plus facilement s'exprimer avec lui de choses dont lui n'aurait jamais, même pas en rêve, parlé avec ses parents. Donc, je pense qu'il y a même une amélioration de génération en génération. Oui. Et le rôle des parents est crucial pour former les enfants à justement avoir cette attitude eux-mêmes après avec leurs enfants. Mais on voit vraiment une évolution, je pense. Oui. On en a fait beaucoup de recherches aussi. Du coup, on a plus de savoir sur les besoins psychologiques aussi, je pense, des enfants. Et justement, le meilleur, enfin, le besoin le plus important de l'enfant vis-à-vis de sa santé mentale, c'est avoir cette relation proche, justement, intime avec le parent. Le fait de pouvoir partager les douleurs, etc. Sur les étudiants, parce qu'en Finlande, on parle beaucoup de l'épuisement des étudiants, du stress des étudiants. Vous avez fait des études en France, est-ce que vous avez remarqué la même chose en France? Est-ce qu'on en a parlé aussi autant qu'en Finlande? L'épuisement des étudiants en France, je pense que quand moi j'ai fait mes études, on n'en parlait pas beaucoup, en tout cas. Mais en Finlande, oui, c'est quelque chose de très, très actuel. Oui. Mais aux informations que j'ai regardées, c'était hier ou avant-hier, il y avait un jeune étudiant qui s'est immolé. Oui. En France. En France. C'était des raisons financières, c'était devant la caisse d'allocation pour les étudiants. Ah oui. Ouais. Oui, mais ça parle du mal-être aussi. Oui. C'est extrême. Très extrême, oui. Ouais. Du désespoir et du mal-être. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous êtes les bienvenus pour en discuter autour d'un petit cocktail avec un peu d'alcool, pas trop. Un peu d'alcool. Mais il y en a quand même un peu.